C'est un film amateur tourné au début de la Seconde Guerre mondiale, en pleine bataille de juin 1940. Une colonne allemande progresse sur une route de France, au milieu des réfugiés. Quand soudain, une jeune Française se laisse embrasser par l'ennemi. Il y a aussi cette séquence dérangeante, tournée dans une caserne de la Sarthe, avec ces militaires allemands et français qui fraternisent, en pleine occupation. Ou encore ces images de soldats et de civils qui se sourient et semblent s'apprécier. Allez voir, l'occupation de la France par l'Allemagne aurait été légère, et même douce. Ces films privés, jamais montrés au public. Nous les avons découverts chez des collectionneurs et des particuliers des deux côtés du Rhin. Que nous disent-ils de neuf sur l'occupation? Quel sens leur donner? En apparence anodin, ces films nous montrent un autre visage de la guerre. Pour tenter de les comprendre, nous les avons visionnés avec leurs auteurs. J'étais pas en admiration dans les Allemands, mais j'étais pas non plus contre. Je pourrais revenir partout en France ou en Belgique. Nulle part je n'ai laissé de mauvaises impressions. Ces images nouvelles nous emmènent dans l'intimité des familles. Des Juifs qui portent l'étoile jaune à Paris. Elles nous racontent des parcours étonnants. Un Allemand qui passe à la résistance. J'avais bien sûr conscience de vivre deux vies, l'une en tant que brave soldat et l'autre en tant que combattant contre le fascisme. Que ressentaient sous le casque les soldats allemands? Comment, à l'époque, les Français les ont-ils perçus? Et comment ont-ils réagi avec eux? 70 ans plus tard, grâce à ces images privées, et avec elles exclusivement, nous revenons sur une période douloureuse de notre histoire. Sous le regard croisé des Français et des Allemands. Elle s'appelle Jeanne Néel, cette jeune fille filmée à l'hiver 39-40. 22 ans, le bel âge. Comment pourrait-elle imaginer que quelques mois plus tard, en juin 1940, elle se retrouverait sur cette route, dans la hantise d'être rattrapée par l'ennemi héréditaire, le Boche. On ne les connaissait que par les histoires racontées de la guerre d'avant, des histoires abominables, qu'on coupait les bras des garçons, qui coupaient les bras des garçons, que c'était atroce. On avait cette peur-là, on fuyait. Et en même temps, cette fuite, ça nous déshonorait en quelque sorte. Il faut bien que vous imaginiez qu'à la guerre de 14, il n'y a pas une famille qui n'a pas eu un mort ou un... Moi, tous mes oncles étaient un bras en moins ou un pied en moins de la guerre. Donc j'ai été élevée dans cet esprit de guerre. Et je me disais, pour moi, dans ma tête, les Allemands,
tuaient tout le monde, quoi. Les voici, les barbares. Parmi eux, l'adjudant Günther Flamm, 20 ans. Il faut que je vous dise, on regardait plus devant nous qu'à droite et à gauche. On faisait attention à ce qu'on ne nous attaque pas de côté. Bien sûr, parfois on se disait « Dommage, c'est une belle église, et elle est détruite. » Mais c'était la guerre. Fier, imprégné de propagande, il bouscule les troupes françaises. On était très fiers. C'est vrai. Mais pas exubérant pour autant. On s'est donné à fond. Pour nous, c'était une question de survie. Après que la France et la Grande-Bretagne nous eurent déclaré la guerre. Du champ de bataille, Hans-Georg Schulz écrit à ses parents. C'est une véritable horreur pour les gens de cette région. Mais pourquoi les Français ont-ils voulu la guerre? Le Führer a tout essayé pour l'éviter. Maintenant, ils vont avoir une drôle de surprise. Ils ont déjà admis notre supériorité. Dans un ordre parfait, les Allemands pénètrent dans les villages, comme ici à Collonges, dans le sud du Jura. Ce film amateur a été pris en cachette, depuis une lucarne. Un acte punissable de mort. Le caméraman, mort dans les années 70, s'appelle Victor Barbe. C'est un douanier. L'idéologie nazie, il connaît. Il a travaillé en Sarre en 1935 et en a rapporté des photos et des films inédits. Un climat angoissant. Ici, le premier meeting d'Hitler à Saarbrück. Dans les premiers jours de l'occupation, il est bien le seul à réaliser la nature du danger nazi. Pour sa voisine, Suzanne Maleg, les premiers Allemands se révèlent vite des soldats ordinaires. Les officiers étaient très arrogants, hein. Là, ils étaient très... Moi, j'ai eu un contact avec un officier, il fallait pas en dire de trop, hein. Mais les soldats par eux-mêmes étaient aimables, polis. Ils savaient presque tous des mots de français, donc ils se débrouillaient pas mal pour causer. Après, étant polis, ils saluaient poliment, on répondait. Alors, nous, on s'attendait à voir des barbares, et en réalité, on avait des hommes comme nous en face de nous. Les premiers Allemands qu'on a côtoyés, je tremblais, moi. Je disais, qu'est-ce qu'il va me faire? Et il ne me faisait rien du tout, en fait. L'histoire d'une méprise. Rassurés par le comportement de l'ennemi héréditaire, les Français ne voient pas, ou ne veulent pas voir, l'arrivée du nazisme en France. En apparence, les Allemands sont corrects, parfois même respectueux.
comme le montre ce film amateur tourné par Edwin von Rothkirch. Ce général, issu de l'aristocratie militaire allemande, se fait filmer avec son propre fils, à Verdun, sur les lieux où il s'est battu près de 25 ans plus tôt. Faut-il craindre vraiment ces Allemands qui s'inclinent devant les monuments français et les tombes des soldats de la Grande Guerre? Parmi les soldats capturés par les Allemands, nombreux sont ceux qui admettent la supériorité de l'armée allemande. L'humiliation, la honte d'être prisonnier. Parce qu'on est là pour combattre et pas pour être dépouillé de ses armes et d'assister au succès, à la victoire de l'ennemi, qui en plus vous capture et vous met dans des camps. J'étais là pour me battre et pas pour foutre le camp. Quand je les ai vus, la façon dont c'était organisé et commandé, je me suis dit, on ne faisait pas le poids, quoi. Et puis on sortait d'une période difficile, nous. C'était de la drôle de guerre. Qu'est-ce qu'on avait fait pendant la drôle de guerre? Les officiers comme les autres, on avait beaucoup joué au bridge. On a été politiquement gonflés à bloc pour aller faire la guerre, alors que les Français, eux, ne l'étaient pas. C'est mon impression. Ils se battaient, ils se disaient « On est des soldats, on doit se battre ». Mais ils n'y croyaient pas vraiment. Le film du général von Rothkirch continue pourtant avec une scène terrible, qui semble annoncer le racisme des nazis. Il filme des prisonniers noirs, affamés, qui se battent pour de la viande. Comme s'il voulait démontrer la supériorité de l'Allemagne. Tous les films, en ajoutant entre deux séquences des commentaires ironiques. Ce sont eux les combattants de la culture européenne, comme les soldats l'écrivent dans leurs albums photos. Parmi ces photographes amateurs, Klaus Kendler, 20 ans. Je suis entré en France et pour la première fois, j'ai vu autant de personnes de couleur. En Allemagne, il n'y en avait pas. À Berlin, il y avait un seul soldat des troupes coloniales de la Première Guerre mondiale et il habitait à Zellendorf. C'était le seul homme de couleur. J'ai demandé aux prisonniers, surtout les Noirs et les Marocains, ils ont sursauté quand ils m'ont entendu parler français. Ils faisaient des gestes désespérés, nous montrant qu'ils n'avaient aucune idée de pourquoi ils devaient nous faire la guerre. Wir geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier. Paris ist infolgedessen zur offenen Stadt erklärt worden. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen... Il défilait en chantant, on sentait qu'il nous écrasait, quoi.
Je vais vous dire quelque chose. Je vous dirais pas qu'on avait une certaine admiration, le mot est... Mais on regardait ça. Nous, on voyait nos troupes avant. Bon, bah, ça leur arrivait de défiler, bien sûr. C'était quand même très impressionnant. Si vous voulez, c'était comme entre guillemets, au cinéma. De voir ces gens-là. Il n'y a pas un bouton qui manquait, pas un poil qui dépassait l'autre. Et qui défilait, là. Face au triomphe allemand, la France vit l'une des plus graves crises d'identité de son histoire, comme en témoignent les films de l'été 1940. Ici, Orléans, avec le symbole de Jeanne d'Arc. Là même où, un an plus tôt, l'armée française défilait devant le président de la République. Plus qu'une défaite, un effondrement, aux conséquences incalculables. Dans le nord de la France, un adolescent de 14 ans, Roger Tellier, filme le désastre. Sonné, et comme beaucoup de Français, intrigué, troublé même par la puissance allemande. Il donnait l'image quand même d'une grande discipline. Alors ça impressionnait beaucoup. Et puis le fait qu'ils arrivaient progressivement à dominer l'Europe, donc ça voulait dire qu'ils avaient quand même des qualités d'organisation, de commandement, de stratégie que nous n'avions pas eu. Alors il y avait forcément un sentiment d'admiration. Tout en désapprouvant, on ne pouvait que se dire, eh bien, je ne sais pas si les Français auraient été capables de ça, quoi. Ils sont beaux, bronzés, détendus. Sur leur film privé, les vainqueurs qui s'installent à l'été 1940 sont désarmants de jeunesse et de décontraction. Pour eux, la guerre est terminée. Ils ont vaincu en 6 semaines, un miracle. Et c'est en touristes qu'ils découvrent leur ennemi héréditaire. Hans Eisel a tout juste 18 ans quand il débarque à Paris, pour y être affecté ici, à l'état-major de la marine, place de la Concorde. Je n'avais que de merveilleux sentiments, car pour la première fois de ma vie, j'étais à Paris. Et je découvrais cette magnifique ville. Je viens de Leverkusen, d'une famille d'ouvriers. Et la ville la plus grande que je connaissais jusqu'alors était Cologne. Je n'avais jamais été plus loin. Je ne pouvais que rêver de Paris. C'était une merveilleuse sensation que de sentir cette ville, de la découvrir. Ich liebe das Leben und hab den Männern viel zu geben. Meinem schlechten Ruf verpflichtet, tu ich, was ich tun muss. En visitant Paris le 28 juin 1940, juste après l'armistice, Hitler a donné le signal. La France, dont il admire le patrimoine mais qu'il juge décadente, ne jouera plus aucun rôle politique.
juste une vitrine culturelle de la Nouvelle Europe, sous domination allemande. À sa suite, les soldats sont encouragés à découvrir cette ville que les Français ne méritent pas et qui, croient-ils, renaîtra à leur contact. Une capitale vidée de ses hommes, réduite à ses charmes, fantasmée, à voir les films amateurs allemands tournés dans les premières semaines. La femme française était en quelque sorte un sexe symbole. Les hommes français, on n'en a jamais parlé. La France, Paris, c'est les femmes. Un jour, je voulais aller à l'opéra et j'étais devant l'opéra, tout penaud. On donnait Faust, le seul opéra que les Français aient réussi à écrire, de Charles Gounod. On a dû remarquer que j'étais tout penaud et un couple français est arrivé, ils m'ont pris sous leur aile et j'ai pu écouter Faust au deuxième rang. Malgré l'opposition clandestine d'une minorité de Français, notamment les gaullistes, les premiers mois de l'occupation se déroulent sans véritable heurts. La plupart s'accommodent de la domination allemande, comme cette jeune femme, Renée Penin, filmée au but de Chaumont à Paris. Il m'a toujours semblé que les Allemands étaient très corrects, qu'ils avaient des ordres pour être corrects avec la population du pays qu'ils occupaient. Je me disais, finalement, on a été battus, on est occupés. C'est de bonne guerre, si j'ose dire. Ils sont là, ils sont vainqueurs, ils nous ont battus à plat de couture. Ben, tant pis pour nous. Moi, je n'allais pas chercher midi à 14h. C'était à nous, finalement, à faire ce qu'on pouvait pour diminuer les inconvénients de cette occupation. De cette atmosphère des débuts, il reste de nombreuses traces, délicates à interpréter. Notamment ces belles photos du soldat Bülz, en Normandie. Là, c'est mon père dans le parc. Je ne sais pas où. Pour eux, la guerre était finie. Des photos qu'il envoyait en Allemagne pour rassurer sa famille. Son fils, Rudolf Bülz, se souvient. C'était très bien. Mon père pouvait se balader partout en voiture sur la côte. Il passait beaucoup de temps avec les habitants, comme on le voit sur les photos. Ça, c'est de nouveau dans un restaurant, quelque chose comme ça. Moi aussi, aujourd'hui, si j'étais en vacances et qu'on me serve bien, je ferais une photo comme ça pour me souvenir comme c'était agréable. Là, on voit les magasins remplis de produits malgré la guerre. Chez nous, c'était pas aussi rempli. Et là, on pouvait tout acheter. Mon père était très fier d'avoir les factures de tout ce qu'il achetait dans ces magasins. On voit que cela n'a pas toujours été aussi terrible que ce qu'on raconte, de mon point de vue. Car là, tout le monde est en paix, ensemble. Et voilà comment on se comporte avec la population.
On ne voit nulle part quelqu'un de mécontent. Il en émane une impression de paix. À 10 ans, on ne pense pas plus loin. Une vision idéalisée qui ferait presque oublier que l'occupation s'exerce par la force. Écoutez ce qu'en disent la plupart des Français, qui au début de l'année 1941 n'imaginent toujours pas ce que leur réserve le régime nazi. On les tolère, puis après on s'habitue. Puis après, si vous en avez un qui habitait chez vous, au début, quand il passait, il traversait les pièces, il vous saluait, machin, c'était comme ça qu'il faisait. Puis après, on l'invitait au café. Il faisait presque partie de la famille, c'est un grand mot. Et puis, il pouvait, s'il parlait un peu français, nous expliquer que lui, il avait sa femme, ses enfants là-bas, qu'il voudrait bien les revoir, etc. Ils nous montraient des photos de leurs enfants. Ils étaient très gentils avec nous. Très, très gentils. Il y en a un qui était artiste, je me rappelle, qui peignait. Il y en avait un autre qui jouait, qui était musicien. Celui qui était artiste, il peignait des tableaux, on le voyait souvent, des fois au bord du Rhône ou dans la forêt, qui peignait des tableaux. Ils faisaient leur petit boulot tranquille. Ils ne nous embêtaient pas. On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils nous aiment. On était l'ennemi. Mais je n'ai jamais eu un quelconque problème avec un civil français. J'ai peut-être eu de la chance. Mais je n'ai jamais eu aucun problème. Je me suis comporté normalement. Ils m'ont respecté et je les ai respectés. Dans l'armée allemande, il y avait sûrement des Allemands qui n'étaient pas enchantés de partir. C'est toujours pareil, c'était des hommes comme les autres. Je suis persuadée qu'ils n'étaient pas tous hitlériens. Jusqu'en 1942, les SS sont peu présents. Face aux Français se trouvent de simples soldats de l'armée régulière, la Wehrmacht. On essayait de s'excuser en disant aux Français que nous n'étions pas là de notre plein gré. Nous étions ici suite à des ordres. Et ils le comprenaient parfaitement car souvent les frères ou les pères étaient en Allemagne. Le premier fermier chez lequel nous étions logés avait l'un de ses fils prisonnier dans une ferme en Allemagne. Et il écrivait « Je vais bien ». Et donc les échanges avec notre hôte étaient positifs, du moins corrects, et même très agréables par la suite. Un climat irréel, inimaginable pour notre mémoire reconstruite par l'histoire. À voir ces photos privées, l'occupation est effectivement douce. Le jeune Heinz Heit vit dans l'Oise, au contact des jeunes du village. Il noue des liens d'amitié avec cette jeune fille, Viviane. La seule chose qui l'intéressait, c'était de pouvoir danser. C'était formidable, bien sûr, de tenir ce petit être gracieux dans mes bras. C'était de l'amitié, une manière de passer du bon temps, c'est tout. Et je dirais qu'on y est parfaitement arrivé. Entre la jeune fille et le soldat,
La relation reste platonique. Elle survivra à la guerre, par lettres interposées, jusqu'en 1947, date à laquelle Viviane se mariera et disparaîtra du paysage. Des histoires surprenantes, mais pas si rares, tant la séduction des Allemands semble durablement s'exercer sur une partie des Français. Comme le montre ce film tourné par un Allemand, des artistes, ici l'écrivain Jean Cocteau, fréquentent l'occupant. Quel mal à trinquer avec ses officiers en civil, semble-t-il nous dire. La séduction allemande touche même les enfants. Écoutez, 70 ans plus tard, ce que nous en disent ces petites filles à vélo. Moi, j'ai un souvenir des Allemands, mais c'était le haut niveau. Ils avaient des chevaux et ils avaient des superbes bottes noires. Ils étaient beaux comme tout. Moi, j'étais en admiration devant les Allemands. Oui, ils avaient des costumes extraordinaires. Ceux qui étaient à côté de nous, là, c'était vraiment... Et puis, ils marchaient avec leurs chevaux. Pour nous, c'était magnifique, quoi. Et ils jouaient un peu avec nous, quoi. Mais dans la famille, les Allemands, c'était... Oui. Le diable. C'était les diables, c'était l'ennemi, c'était... Donc, fallait pas jouer avec eux, quoi. Fallait pas rester avec eux. La villa où nous étions avait une terrasse sur le toit et il faisait beau. L'après-midi, je me suis dénudé pour bronzer. 2-3 jours après, je suis passé devant 2 jeunes femmes dans la rue et l'une d'entre elles m'a dit « On a vu entièrement votre corps ». Et je leur demande « Comment ça ? On vous a regardé avec des jumelles de là-haut ». Je leur ai dit « Eh bien, vous êtes bien amusés, vous ». On était jolis parce que on avait beau rien avoir, mais on s'entretenait les filles, hein, attention. Hein, on avait décroché les doubles rideaux pour se faire des robes parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas un gramme de trop. Hein. C'était 45-46 kilos, alors on avait des machins qui bouffaient, des jupes courtes avec des jupons, etc. Bah évidemment, mais il y avait des filles, elles étaient coquines parce que je dis pas qu'elles les aguichaient, mais elle avait l'air de dire, tiens, tu vois la belle tartine là, souvenez, mais rien. Vous voyez? Moi je le faisais pas parce que j'avais trop peur. Avant d'en terminer avec la séduction allemande, regardons ce dernier film. Il a été tourné par ce militaire en manteau de cuir, Otto Messerschmitt. En quelle année a-t-il vécu en France? Nous ne savons pas. Seule certitude, il est passé par la Belgique, puis par Paris. Et cette femme, qu'il appelle Esmelda, est sa maîtresse.
Un film hors du temps. Comme en tournent tous les amoureux du monde. Et comme si la guerre n'existait pas. De toute évidence, une histoire d'amour, comme il y en eut des milliers. Qui le nierait ? Pour nous, pourtant, la question se pose. Ces images privées, tournées par les Allemands, bien qu'authentiques, ne sont-elles pas trompeuses ? Mettons-nous à la place de ces commerçants. Comment ne pas sourire à des soldats qui vous sourient et vous filment ? Pour les Français, la correction allemande est un piège. D'autres films nous éclairent sur les véritables intentions nazies. Ici, dans le Loiret, un Français filme une statue de bronze emportée et bientôt transformée en canon allemand. Là, en Belgique, une cloche connaît le même sort. Il y a aussi tous ces vélos réquisitionnés. Des petits riens. Peut-être. Mais regardez ce film. On y voit un pays livré au pillage. Depuis l'armistice de juin 1940, la France verse 400 millions de francs chaque jour à l'Allemagne nazie. Un tribut extrêmement lourd. Comme le montrent ces images du douanier Victor Barbe, la France est coupée en deux, entre zones occupées et zones dites libres. La ligne de démarcation sépare les familles, empêche le commerce et ruine le pays. Les Allemands sont corrects, peut-être. Une manière d'endormir les Français, de leur faire oublier la mise à sac du pays et les 1 500 000 prisonniers retenus en Allemagne. Dans la ville de Troyes, Robert Marot, 17 ans, une famille d'industriels, n'est pas dupe de la correction allemande. Il y avait la propagande allemande qui nous disait « les Allemands sont gentils, les soldats allemands vont vous aider, etc. » Il y avait des affiches qui nous montraient l'Allemand qui caressait la tête d'un gosse ou qui, je ne sais pas quoi, qui tout juste il donnait pas le biberon. Donc il y avait la propagande. Le soldat allemand est bon, le soldat est poli, le soldat paye ce qu'il achète, le soldat, oui, c'est avec notre argent. Difficile, 70 ans plus tard, d'imaginer les choix qui s'imposent aux Français. Pour conserver leur travail et nourrir leur famille, beaucoup acceptent le contact avec l'occupant. À Troyes, les Marot sont dans une position délicate. Pour nous, il fallait vivre, il fallait faire tourner l'usine avec le personnel. Et comme c'était une teinturerie, on a travaillé dans la teinture et on a fait du verre de gris. On a travaillé pour les Allemands. Pas que pour les Allemands, mais les Allemands nous donnaient du travail quand même, de façon à habiller leurs troupes.
Et nous étions la plus grosse usine. Elle tournait. Mais les petites usines, nos concurrents, disons, elles ne tournaient pas. Elles n'avaient pas le droit de tourner. C'est vous dire que on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et si on tournait, c'est parce que les Allemands voulaient bien qu'on tourne. Et ils voulaient bien qu'on tourne parce qu'on pouvait travailler pour eux. Un point, c'est tout. Vous ne voulez pas travailler pour nous? Pas de charbon, ou pas de ceci, ou pas de cela, puis c'est fini. Il y a bien pire. Dès 1940, Hitler a annexé l'Alsace-Lorraine, en totale violation de l'armistice. Comme on le voit sur ce film amateur, il y fait effacer toute trace de l'histoire de France. Les nazis enrôlent les adolescents dans la jeunesse hitlérienne. Ils les enverront bientôt sur le front russe. Il y a aussi cette répression de plus en plus sévère qui touche toute la zone occupée. Arrestations, rafles, exécution d'otages. Dès 1941, toute contestation de la présence allemande est punie dans le sang. Alors on sort du cinéma, une voiture allemande s'amène avec des officiers, ils nous font mettre le long du mur les mains sur la tête. Alors on met le long du mur, mains sur la tête, et mon père me dit, il avait compris ce qu'ils avaient dit, il me dit ça y est, on est bon, on va être fusillés. Et on est resté bien une demi-heure. Hein. Et une autre voiture s'est amenée, une autre voiture de soldats, officier, qui a dit en allemand, tu peux les relâcher, on a le compte. Et on nous a relâchés. C'était une rafle, et il y avait eu un officier allemand de tué dans le quartier. Alors on prenait 20 otages à fusiller. Et je dois vous dire que mes parents demeuraient, l'appartement de mes parents donnait sur le fort de Romainville. Et tous les matins, à 5 heures, on entendait la mitrailleuse qui fusillait les gars qui étaient condamnés à mort. Tous les matins. Je demandais à mon père, qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit ça. 5 heures, ça y est, c'est encore une partie des gars arrêtés hier. Quel est cet affreux bipède, ô des super aquilins, à l'expression vile et laide, à la lippe zinzolin, qui se fait au total, des Allemands corrects, bienveillants même parfois, mais pas avec tout le monde. C'est Youpin, c'est toujours le seul Youpin. Oui, c'est extrêmement simple, vous n'avez qu'à reprendre avec nous en chœur. C'est Youpin, c'est toujours le seul Youpin. Pour nous replacer dans l'incroyable climat antisémite de l'époque, nous visionnons un film rare. Celui de la famille Bois, une famille juive française qui se cache à Paris, en pleine occupation. Dans cet appartement, une petite fille vient de naître. Elle s'appelle Martine. Avec sa famille, elle peut être arrêtée à tout moment. Ses parents, qui ont pu emporter une petite caméra avec eux, décident de filmer son arrivée. Pour faire comme si les Allemands n'étaient pas là, on se déguise. Et on fait inscrire Martine par sa sœur à l'état civil. On annonce sa naissance dans les journaux et à la radio. Et on fait une fête en invitant les oncles et les tantes qui se cachent eux aussi. Pour conjurer le sort. En espérant survivre au nazisme.
Pour Hitler, la France doit être purgée de ses éléments impurs, les Juifs. Dès le printemps 1941, bientôt secondés par le régime de Vichy, les Allemands arrêtent les Juifs, puis les déportent. Les premiers visés sont les étrangers, comme ici les Rudi et les Sidlecki, arrivés de Pologne dans les années 30. Voici Léon, 10 ans à l'époque, avec sa tante qui porte sa fille et l'étoile jaune. Là, ça c'est ma tante et moi. On sort de la maison. En fait, là, on est dans un havre de paix, de solitude. C'est très, très préservé. Préservé. Car dans cette ruelle de l'est de Paris, en pleine occupation, Léon est protégé par un couple, Monsieur et Madame Jacob. Des protestants qui, comme beaucoup d'autres Français, commencent à réaliser l'horreur du nazisme. Je suis un miraculé grâce à Monsieur et Madame Jacob, qui malheureusement ne sont plus là. Monsieur Jacob a fait ce que son cœur lui disait de faire, je ne dirais pas son devoir, parce que pour moi c'est un grand mot, mais il avait un cœur. Il fallait sauver les gens, et il l'a fait. Tout le monde savait qu'on était juifs, mais il n'y a pas eu de problème. Même après, à côté Villa-Gaudin, on est même venu nous prévenir qu'il y aurait des problèmes. Pour moi, les gens que j'ai côtoyés pendant toute cette période des Français étaient formidables. On a toujours du mal à imaginer comment on a pu mener des êtres humains à l'abattoir. N'oubliez pas que les Allemands étaient une des premières nations au point de vue éducation à l'époque musicale, littéraire, des gens éduqués, sensibles. Ils se glorifient encore aujourd'hui de ça. Et pourtant, vous voyez, l'être humain a changé brutalement parce qu'on leur a promis du pain et des autoroutes. Les soldats allemands ont-ils adhéré au projet des nazis pour la France ? Quelle part de responsabilité portent-ils dans les crimes ? Question difficile. La plupart se concentraient sur leurs tâches militaires, nous affirme cet artilleur né en 1917, Ruprecht Kreuzberger. On essayait de sauver notre peau en tant que soldats quand c'était possible. On ne pensait à rien d'autre. On n'avait pas de droit, nous les soldats. Juste le devoir de suivre nos chefs. C'était une obligation, on ne pouvait pas s'y opposer. Ça aurait été de la désertion, et les déserteurs, on les alignait contre le mur, et on les fusillait. Moi, je ne suis pas un soldat par nature. Mais il fallait le faire, sinon on t'alignait contre le mur. C'est l'éducation prussienne du soldat. On ne demande pas pourquoi il faut obéir à un ordre, mais comment l'exécuter. La règle, c'est qu'aucun officier et aucun soldat ne doit savoir plus que ce qui est nécessaire pour l'exécution de son ordre. Vous ne pouvez pas remettre en question un ordre. Pourquoi on fait ça ? Ça faisait tout simplement partie de l'éducation militaire en Allemagne. On n'avait pas le temps ni la possibilité de penser.
On nous a tout fait rentrer dans la tête avec un marteau, et nous on répétait. D'abord j'étais trop jeune, et ensuite j'étais trop peu concerné par la politique. Il fallait revenir en bonne santé à la maison. Sortir de là. On n'avait rien à faire ici. Il fallait vraiment rentrer à la maison. Alors, la grande politique, c'était... Qu'est-ce qu'on mange demain? C'est à ça qu'on pensait. De tout jeunes soldats, formatés, confiants dans les succès militaires de l'Allemagne, et terrorisés pour certains. Rares sont ceux qui, même avec le recul, se remettent en cause, comme le fait Hans Eisel, à l'état-major de la marine. Tous les soldats, du grade le plus élevé au plus bas, disaient « Il faut exécuter les ordres ». On a prêté serment au Führer. Il disait « Le Führer ordonne, nous le suivons ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ils ne veulent rien avoir su des crimes. Ça montre l'état d'esprit fanatique et idiot des soldats allemands. C'est vraiment désolant. Ils étaient si peu critiques. Ils préféraient mourir. Alors moi je me suis dit, si je meurs dans cette guerre, je veux savoir pourquoi. Ainsi va l'occupation, jusque vers la fin de l'année 1942. Passé la première stupeur, les Français sont en train de s'apercevoir que derrière la correction allemande se cachent supériorité et brutalité sans limite. N'en déplaise aux Allemands, malgré le calme apparent, la guerre avec la France est loin d'être terminée. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de ce documentaire. Printemps 1943. 3 ans déjà que les Allemands occupent la France. Dans une rivière au nord de Paris, des adolescents se baignent comme si de rien n'était et filment. Parmi eux, Guy Trinquet, 17 ans à l'époque. On avait envie de faire quelque chose, on avait envie d'être actif, d'essayer de participer quand même à notre future libération, puis c'est tout. Personne ne s'en doute, pas même son amoureuse. Guy Trinquet est membre d'un réseau de résistance contre l'occupant. Le seul sentiment qu'on sentait, c'est qu'ils foutent le camp au plus vite et qu'on fasse tout pour cela. C'est tout. Ça se résumait à ça. Oublier la première correction des Allemands. Les sourires qui désarment. La politesse. Avec la mainmise des SS sur la France en 1942, avec l'invasion de la zone libre et les persécutions, un fossé se creuse avec les occupants.
Je savais que je devais faire attention. Je prenais beaucoup le métro et je ne me mettais pas là où on pouvait ouvrir la porte rapidement. Quelqu'un ouvre la porte et on te pousse dehors. Avec les films et photos privées que nous avons découverts chez des particuliers et des collectionneurs, nous poursuivons notre récit des années d'occupation. Sous le regard croisé des Français et des Allemands. Schützenhaus ist Blasmusik mit Tanz. Da tanzt die Lieselotte mit ihrem Franz. Da wird der kleine Paris, un spectacle pour les soldats allemands. der drückt in jedes Herz hinein. Depuis l'attaque de l'Allemagne contre l'Union soviétique à l'été 1941, la France est devenue une base arrière pour les soldats de la Wehrmacht. Une zone de calme, où on envoie les soldats se reposer. Wer an Sorgen denkt, der wird nicht froh. Wo ein Liedl klingt nach das Glück fromm. Singt mit mir, trinkt mit mir. Quand on est rentré de Russie, on nous a envoyés à Saint-Brieuc. On voulait nous restructurer avant de repartir. Et les nouveaux soldats disaient « Quand est-ce qu'on part ?» Moi, je leur disais « Sois plutôt heureux qu'on soit ici. J'aurais bien terminé la guerre ici. » Ils continuent de filmer la France comme s'ils étaient en vacances. Sans s'apercevoir qu'avec l'occupation qui s'éternise, le regard des Français change. Il y en avait trop d'abord, il y en avait trop, on les voyait partout, 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 il y avait des Allemands partout. Tous ces soldats en bottes qui défilaient sans arrêt. Un jour, j'ai coupé un convoi et je me suis retrouvée sur le trottoir. Vous voyez, il m'a été... Ça les gênait de voir que on n'était pas gentils. S'ils nous saluaient, on ne répondait pas. C'est comme si on ne les voyait pas. Vous êtes là, bon ben restez-y, faites ce que vous voulez, mais nous on ne vous voit pas, nous on fait notre petit machin, on va, on vient, et puis voilà, vous n'êtes pas là. Dès qu'ils rentraient quelque part, c'était le salut nazi. Ils rentraient dans le magasin et ils me demandaient des feutres. Alors mes damners, comment ils appelaient ça? Stump, je crois. Stump, mais méchamment, ils n'étaient pas gentils, ils auraient pu avoir un peu plus de douceur pour acheter ce qu'ils voulaient. Enfin, ils ne nous aimaient pas de toute façon, hein. Ils ne nous aimaient pas. Ils aimaient Paris, oui. Les Français ont des comportements pleins de délicatesse. Quand on était dans le métro et que l'un d'entre eux passait devant nous, il disait pardon et passait poliment par la porte. Chez nous, ce n'était pas dans les usages. Moi, personnellement, en France, j'ai parfois pensé qu'on se comportait comme des ploucs. Wie ein Klotz in Frankreich, ja. Die schöne, die schöne wilde, führt immer was im Schilde, wenn's die Liebe geht. Die schöne, die wilde. Leur niveau de vie, notamment, passe mal. Les vainqueurs bénéficient d'un taux de change favorable au Reichsmark. Partout, ils se servent en priorité. En fait, il y avait encore beaucoup à manger en Bretagne, dans des restos locaux où on buvait un bon coup. Une fois, on a chanté l'Internationale.
Mais à la place, on disait « Peuple, mangez plus de bananes et vous resterez en bonne santé ». Völker esst mehr Bananen und ihr bleibet gesund. Des plaisanteries qui ne font plus rire. Comme le montre un film tourné en cachette par la famille Le Bihan, en Normandie, de plus en plus de Français ne mangent pas à leur faim. Le pillage par l'Allemagne est désormais perçu par tous. Il n'y avait rien dans les magasins, ou presque, ils recevaient très peu. Il n'y avait rien nulle part. Très peu de choses, ils recevaient très peu de choses. On ne trouvait rien nulle part, il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas de vêtements, on n'avait pas de chaussures, il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de volaille, il n'y avait rien, on crevait de faim. Il rentrait un demi-porc dans la charcuterie pour la semaine. C'était les Allemands qui prenaient tout. Ils laissaient très peu de choses. Il fallait nourrir les Allemands en priorité. Un jour, je descendais de mon travail et comme j'avais toujours très faim, j'ai vu 2 Allemands devant moi sur le trottoir qui mangeaient une galette de soldats. Et je les ai suivis. J'ai dit, ils mangent, c'était quelque chose, c'était une obsession, hein, le manger. Et il y a un des 2 soldats qui a acheté la galette par terre. Et qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Eh bien, je l'ai ramassée. Et j'ai eu honte, si vous saviez comme j'ai eu honte de faire ça, j'y pense encore, parce que je me suis dit, si on me voit faire ça, c'était, vous voyez. Alors j'ai enlevé la partie des dents et j'ai mangé ma galette. Il faut quand même avoir faim pour faire ça. Avec leurs caméras, des Allemands se délectent de ces situations de dépendance. Comme ici, le capitaine Gerke, du 23e régiment d'infanterie. En France, plusieurs dizaines de milliers de femmes entretiennent des liaisons avec l'occupant. Pour beaucoup, un moyen de survie. Elles étaient dans la détresse. Mais les hommes, il n'y en avait pas beaucoup, c'était des vieux. Les jeunes, ils étaient partis à la guerre, il y en avait beaucoup de prisonniers, énormément. Dans notre famille, je ne sais pas combien on en avait, 7 ou 8 de prisonniers. Tous nos hommes étaient prisonniers, il n'y a pas de problème. La terrasse de l'hôtel Meurice, siège du commandement allemand de Paris. C'est là que travaille Heinz Lorenz, à gauche. Cet officier chargé d'organiser les loisirs des soldats vit des années heureuses. Son niveau de vie est enviable. Il se fait filmer avec ses maîtresses françaises. Facile, en effet, pour ce père de famille berlinois, de jouer les protecteurs en période de trouble. Des femmes qui avaient des enfants à nourrir et qui n'avaient plus de mari, le mari était prisonnier, il n'y avait pas de boulot. Il fallait qu'il ait des sous. Une passe. Oui. Une passe. Ou de petites attentions. De l'aide. Un soutien dans les moments difficiles. On ne se prostitue pas forcément. Mais on profite des maîtres du jour. Moi, je suis une petite fleur qui a connu bien des malheurs. Mais je sais maintenant comment me débrouiller. Les
sais bien comment les attraper. Pour la plupart des Français, ces liaisons sont inacceptables. C'est ce que pense cette jeune fille, Geneviève Christophe, filmée en 1943 alors qu'elle joue dans une pièce de théâtre amateur. Je pensais que c'était des putes. Je peux pas dire autrement. Et puis quand même, en plus, se rapprocher de l'ennemi comme ça, il faut ne pas aimer son pays. C'était des traîtres. Elle profitait tout de même d'un bon ravitaillement, on n'avait rien à se mettre, mais ces dames portaient des habits neufs, etc. J'ai connu une personne qui habitait rue Gambetta, qui donne le long de la voie du chemin de fer. Elle a vu des personnes revenir avec les paquets portés par l'ordonnance allemande. Des gens qui se sont mis avec les Allemands parce qu'il manquait de tout. Est-ce qu'on peut vraiment leur jeter la pierre? Quand on est dans le contexte, je répète, une fois que le gars il est à poil dans son lit, c'est un homme, point. Pas marqué sur sa caquette qu'il est chelou, il n'a pas une croix gammée. Au même moment, un camp de prisonniers français en Autriche, l'Oflag 17A. Ces images sont uniques. Elles ont été prises à l'insu des gardiens allemands, à l'aide d'une caméra cachée envoyée par colis clandestins. On y voit les vaincus de 1940 qui perdent leur temps et dépriment, et tournent en rond, entre processions religieuses et divertissements pour prisonniers. Sur ce film amateur, surtout, une séquence incroyable. Des préparatifs d'évasion se déroulent sous nos yeux. Pour en finir avec l'humiliation, une centaine d'officiers creusent un tunnel sous les barbelés. Parmi eux, Jean Kuhn Grandidier. On perdait de belles années de jeunesse, là. Pourquoi? Parce que les hommes politiques de la Troisième République nous avaient laissé tomber et n'avaient pas été capables de mener la France au succès. Puis il y avait quand même l'appel du général, quoi, qui était une incitation à suivre son exemple. Vous savez, on ne s'est pas évadé pour aller se promener, hein. Je tiens à insister sur ce point-là. On a tous pris l'engagement de prendre les armes contre l'ennemi, c'est-à-dire pas d'aller se balader, d'aller à Vienne et de mener la grande vie. C'était justement de reprendre le combat contre l'Allemand. Ils ne sont qu'une petite minorité, mais partout, des Français refusent la défaite. Le 11 novembre 1943 a lieu l'un des tournants de l'histoire de l'occupation allemande. À Oyonnax, dans l'Ain, quelques dizaines de maquisards arrivent par surprise à la barbe des Allemands et défilent jusqu'au monument aux morts pour rendre hommage à leurs aînés de la Grande Guerre. Un habitant, Raymond Rouleau, accompagné de son fils Pierre, filme depuis sa fenêtre ce symbole d'une renaissance.
qui a fait le plus d'impression, c'est l'ordre, la discipline et la perfection de l'organisation de cette journée. On sentait l'amorce d'une petite armée. Ils étaient commandés par des militaires qui semblaient être respectés, et tout ça marchait tellement bien qu'on a eu tout d'un coup l'idée que le maquis n'était pas une vague troupe de gens qui vivaient dans les bois, mais qu'il y avait une organisation secrète qui existait bel et bien et sur laquelle on pouvait compter. C'était par réaction à la propagande qui ne manquait pas une occasion de discréditer toutes les actions des résistants, qui étaient présentés comme des terroristes qui aimaient uniquement voler de l'argent, faire les malins, etc. Pour les Allemands, la France, en signant l'armistice, a renoncé à toute action militaire. Ceux qui reprennent le combat, comme ici sur ce film amateur tourné en Bretagne, ne respectent pas les lois de la guerre. Ce ne sont pas des Français, ce sont des terroristes. Les partisans n'étaient pas en uniforme, en Russie et en Yougoslavie non plus. C'est leur avantage, ils pouvaient se dissimuler et surgir de nulle part, à tout moment. Le mot maquis, ça vient de broussailles, n'est-ce pas? Nous n'avions pas peur des Américains, mais des résistants, oui. Je n'accepte pas l'idée d'être partisan. Ils mènent une guerre qui n'est reconnue par aucun pays. Pour moi, et selon la Convention de Genève, ce ne sont pas des soldats. Ce ne sont donc pas les lois de la guerre qui leur sont appliquées. Quand on tire, on tire. Autrement dit, ils seront anéantis. Certains Allemands, pourtant, transgressent l'interdit. Comme Hans Eisel, qui a maintenant 23 ans et se trouve toujours à l'état-major de la marine. À la faveur de rencontres, notamment avec un opposant politique allemand, il prend conscience de la folie criminelle du nazisme. C'était un social-démocrate, mais de gauche, et dont les frères avaient été arrêtés par la Gestapo à Wuppertal. Et il m'a raconté ce que les nazis avaient fait dans sa ville. Ils avaient torturé l'un de ses frères, et un autre avait été envoyé en camp de concentration. C'était très nouveau pour moi. Je n'avais alors aucune idée de tout ça. Et dans mon processus de prise de conscience, ça m'a conduit à penser, pourquoi est-ce que je suis ici? Quel rôle je joue objectivement dans cette guerre? Après plusieurs mois de réflexion, Hans Eisel rejoint clandestinement le Parti communiste français, tout en restant à son poste. Et il accepte de fournir des armes qui serviront à combattre ses compatriotes et à en tuer certains. Moi, j'étais complètement opposé à prendre un pistolet et descendre un Allemand. J'étais complètement opposé à ça. Et ça, ce sont les communistes qui ont fait ça. C'est pas du tout la résistance de mon côté, si j'ose dire. Ça servait à rien, c'est très lâche. Dès qu'un Allemand était abattu, on prenait des otages, on les fusillait.
Ça servait à rien du tout. La vraie résistance, c'est faire tout ce que l'on peut de notre côté, chacun à sa mesure, et ça a été jusqu'au maquis. Alors là, c'était la résistance armée. À ce moment-là, on se battait, c'était une vraie guerre, c'était normal. Je pensais qu'il fallait libérer le peuple allemand de ses criminels. C'était ça la raison. J'avais une telle position que si je n'avais rien fait, tout en sachant que c'était des grands criminels, je n'aurais pas pu me regarder dans la glace. Ils ne représentent pas ma patrie. Au contraire, ce sont des criminels qui ont souillé le nom de l'Allemagne dans le monde. Comment réagir face à l'Allemagne nazie? Comme le montrent ces films de 1943, deux minorités s'engagent, l'une en résistant, l'autre en collaborant. Imiter l'Allemagne pour relever la France. Derrière le chef de la milice, Joseph Darnand, héros de 14-18 et futur Waffen-SS, des individus s'égarent. Comme celui qui filme cette cérémonie en Savoie, André Gimel, un fou de cinéma amateur. Il écrit dans son journal intime « Les figures de miliciens sont sévères et dures. Les martyrs du national-socialisme font sa force et sa grandeur. Leur doctrine vaincra leurs ennemis redoutables. Les juifs, les communistes, les rois du marché noir. » Entre ces deux minorités, la plupart des Français, écartelés, empêtrés dans leurs contradictions. Un exemple, toujours en Savoie. La famille Ferret filme le maréchal Pétain, l'homme qui a fait le choix de la collaboration, celui qui met sa police au service de la persécution des Juifs et de la répression contre les résistants. Pour de nombreux Français, notamment la jeune Gabrielle Ferret, 15 ans à l'époque, Pétain, le héros de la Première Guerre mondiale, est le seul à pouvoir résister aux Allemands. C'était un peu Jeanne d'Arc, si vous voulez. Enfin, dans mon imagerie de petite fille, je pouvais l'assimiler à Jeanne d'Arc, à tous ceux qui se sont sacrifiés pour la France. Probablement qu'elle allait nous sauver, mais je ne savais pas trop comment. Les Allemands, c'était nos ennemis. On ne se trompait pas, vous savez. C'était les ennemis héréditaires. C'est ceux qui avaient tué mon oncle, c'est ceux qui avaient blessé les autres. Oui, c'était nos ennemis. C'était pas les Allemands qui allaient nous apprendre tout ça. Non, c'était pas les Allemands, c'était le sursaut national, puisque c'est comme ça qu'on disait, je crois, à l'époque. Indifférents ou abusés par l'image rassurante du maréchal Pétain, les Français ne réalisent pas l'ampleur des persécutions nazies. À Pithiviers, dans le Loiret, cette famille, les Imbeau, filme la vie de tous les jours sans trop s'inquiéter du sort des Juifs qui sont emprisonnés dans un camp à la sortie de la ville. Ils ont eux-mêmes filmé les lieux en 1940, alors que c'est encore un terrain militaire de l'armée française. Ici, à cet emplacement, vont être emprisonnés des milliers de Juifs, notamment les femmes et les enfants arrêtés lors de la rafle du Veldiv.
avant d'être déportés vers Auschwitz. On ne savait même pas ce qui se passait au camp des Juifs, au camp où il y avait les Juifs. On était dans le centre. Alors, est-ce qu'on avait une vie protégée? Je ne sais pas. Mais dans notre quartier, on ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Les Juifs arrivaient à la gare de Pithiviers et étaient emmenés directement en convoi au camp. Ils n'étaient pas maltraités, on les emmenait en cortège, en rang, si vous aimiez, au camp, mais on en bornait là. Et puis au début, on les amenait escortés par des gendarmes français, on les amenait faire des commissions en ville. Bon. Pour la population, voir des gens accompagnés en ville par la gendarmerie française, ça ne pouvait que tranquilliser. Donc, beaucoup de gens ne se sont pas posés de questions. Une fois, j'ai posé la question à ma mère, mais qu'est-ce que vous saviez du camp? Je crois qu'elle a été la première embarrassée parce qu'elle n'a pas vraiment su me répondre. La seule chose qu'elle m'a dit, c'est que de temps en temps, quand ils venaient faire leur commission, il y en avait qui jetaient des boulettes ou qui déposaient des papiers avec des adresses, et mes parents ont fait suivre les mots. Bon, c'est tout, mais je crois qu'ils ont été bernés, trompés par la présence des gendarmes français. Ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Je me suis sentie très, très coupable. Très, très coupable. D'être passée à côté, d'avoir vécu une vie, je dirais, somme toute, relativement tranquille par rapport à... Et puis cette espèce d'énorme injustice, enfin, c'est énorme. C'est horrible, parce que quand j'ai appris petit à petit ce qui s'était passé, les arrestations de Juifs, c'est toutes choses que je ne savais pas. Qu'on ait pu mettre en route une pareille machine à détruire. D'homme à homme. J'ai quand même une certaine idée de l'humanité, mais alors là, je me suis dit... Comment juger l'attitude des Français, 70 ans plus tard? Collabos? Résistants? Que nous révèlent ces sourires énigmatiques? À La Rochelle, nous rencontrons Robert Brochot, un photographe. Son magasin est réquisitionné par les Allemands pour développer les photos des soldats. C'est un bon exemple. Bon, on a collaboré, il faut prendre les choses comme elles sont. On a collaboré, tout le monde collaborait, le boulanger collaborait, le pâtissier collaborait. Nous, on les acceptait, mais en tant que clients, je ne parle pas en tant qu'armée allemande, en tant que clients, on les considérait comme des clients, point. Et on discutait, après, quand on connaissait un peu mieux l'allemand, on discutait, on demandait d'où ils venaient, d'où ils étaient. L'un de ses clients s'appelle Friedrich. On avait le même âge exactement, on avait 20 ans, 21 ans. Et il était de Francfort sur le Main, et il venait à la maison. Ici, Londres. On fermait la porte sur la route principale et derrière, et tous les soirs à 8 heures, pendant 3 mois qu'il a été là, on écoutait Londres, les Français parlent tout français. Et il a écouté cette chose-là pendant plus de 3 mois. Lui, il avait son idée à lui, mais pas l'idée d'être Hitler, d'être un simple citoyen allemand, comme ils sont maintenant. Dans le secret de son laboratoire, Robert Brochot décide de faire des doubles de toutes les photos que lui donnent à développer les Allemands. 700 clichés pour témoigner plus tard. Avec les atrocités.
les secrets militaires. Une prise de risque énorme, passible du peloton d'exécution. Et si c'était ça, surtout, les Français sous l'occupation? On s'accommode des Allemands, et dans le même temps, on leur résiste. Sans même réaliser la contradiction. Une sorte de pensée double, de schizophrénie. Autre exemple, dans le Jura, avec Victor Barbe, le douanier, celui qui avait filmé l'arrivée des Allemands en 1940. Il est maintenant leur traducteur, une sorte d'intermédiaire avec les habitants. Avec sa femme, il les fréquente. Surtout le soldat Bauer, qu'il continuera de voir après la guerre. Cela ne l'empêche pas de filmer une scène anti-allemande, malgré l'interdiction. Ce jour-là, des inconnus ont jeté des clous sur la route pour crever les pneus des Allemands. Et les habitants sont réquisitionnés. La séance vire à la rigolade. On écarte les clous, mais pour mieux les remettre au centre. Un ballet qui se termine par une parodie de revue militaire, quand un faux Allemand est salué par une armée de balayeurs. Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flakdivision Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder. Bientôt 4 ans de guerre. Pour les Allemands, le bonheur d'être en France n'est plus qu'un vieux souvenir. De Bretagne, Klaus Kendler écrit à ses parents, à Berlin. Je commence à en avoir assez. J'en ai déjà vu tellement. Mes plus belles années s'en vont. J'en ai marre de la France. À part Paris. Le plus terrible, c'est qu'on n'en voit pas la fin. Dans 4 jours, j'aurai 22 ans. J'arrive pas à y croire. L'année dernière, j'étais en Russie. Maintenant, je suis en France. Et l'année prochaine, je serai où? Je prenais des années. La fin de la guerre n'était pas en vue. Et il était clair que cela ne se terminerait pas bien. Il y avait eu Stalingrad et après l'Afrique du Nord. Et on se disait que ça se terminerait par une catastrophe. Ceux qui pensaient encore réellement pouvoir gagner la guerre étaient des fantaisistes. Je reçois à mon travail un énorme bouquet de fleurs. Et en sortant du travail, ne sachant pas qui m'avait envoyé les fleurs, j'ai un Allemand en uniforme qui me suit. Et son bruit de bottes derrière, là, là, les bruits de bottes, c'est terrible, je les ai encore dans les oreilles. Et bref, cet Allemand m'a suivi jusqu'à la gare Saint-Lazare, en pleurant,
me disant qu'il voulait parler à une femme avant de mourir. Il partait sur le front russe. Donc je lui ai parlé, mais très mal, parce que j'étais très, très fâchée contre les Allemands, parce que j'ai dit, on n'a rien à manger, vous nous avez privé de tout, mon frère a été arrêté par la Gestapo, enfin, etc., etc. Et là, il m'a ouvert son portefeuille, il m'a donné tous ses tickets. Et puis je l'ai quitté là, comme ça, je l'ai laissé sur le trottoir en pleurant, il pleurait. Et maintenant, ça hante ma mémoire, parce que je dis, cet homme, il est sûrement mort tout de suite, tellement il avait peur de mourir. Et puis, si ça se trouve, il était très gentil, la preuve. Il voulait parler à une femme avant de mourir. C'est pas méchant, ça. Hein? « 1944. La France redevient un théâtre de guerre. Le territoire est bombardé par l'aviation alliée, avec une extrême violence. En Normandie, près d'Évreux, Huguette et Jean-Yves Le Bihan, ceux qui filmaient les files d'attente devant les magasins, échappent plusieurs fois à la mort. Une peur incroyable. Ce que c'est qu'un bombardement, c'est affreux. Après, on s'est dit, les Américains, ils tapent loin. Parce que ils avaient détruit beaucoup de maisons d'Évreux. Il y avait eu un gros bombardement à Évreux aussi. 220 morts. Ah oui. Ils n'avaient pas le choix. Il fallait débarrasser les Allemands parce que à la fin dans cette période-là, les Allemands devenaient tellement agressifs, on savait qu'il fallait que ça se termine, ça ne pouvait pas durer, quitte à payer le prix. Pour se débarrasser des Allemands, il n'y avait pas tellement de solutions. Non, c'est sûr. Il y a toujours des pots cassés dans ce genre de guerre terrible. Les bombardements alliés font 60 000 morts, plus que les bombardements allemands en 1940. Les Allemands tentent d'en tirer profit en assistant aux obsèques des victimes et en compatissant, comme ici en Belgique. Leur propagande pourtant ne parvient pas à faire oublier les atrocités commises par leurs propres troupes. Les SS puisent maintenant dans les effectifs de l'armée régulière, la Wehrmacht, et mènent une répression féroce contre les résistants, sans épargner les populations. Le dernier Allemand avec lequel j'ai parlé, c'était un Waffen-SS. Et naturellement, la question qu'il m'a posée, si je savais où il y avait des terroristes. Il ne les appelait pas des résistants, bien sûr. Vous vous rendez compte? Demandez ça à une jeune Française. Mais enfin bon, les Waffen-SS circulaient devant rien. Alors que s'annonce leur défaite, les Allemands cessent de filmer la France. Aucune image des milliers de Juifs qui continuent à être déportés vers l'Est. Très peu de photos des centaines de massacres comme celui-ci, commis à Lantilly, en Bourgogne, quelques jours avant le débarquement. La plupart des films de l'été 1944 sont tournés par des Français, pour témoigner de la manière dont les Allemands traitent désormais la France. Comme ici, à Dortan, dans le Jura, où Raymond Rouleau filme un poteau de torture. Une fosse commune,
le village, entièrement brûlé. Les Allemands sont venus par la route et se sont mis à brûler, à massacrer les populations, à brûler les villages. Les gens des villages avaient fui dans la forêt craignant les Allemands et les Allemands ont organisé un ratissage des forêts et ils considéraient que tous les gens qui se trouvaient en dehors des villages étaient des résistants. Donc ils les ont déportés, certains torturés, enfin ça a été très sanglant. À ce moment-là, on a vraiment eu peur d'eux. Hein. On a dit c'est pas vrai, mais on comprenait pas. On n'arrivait pas à comprendre qu'on avait vu des hommes qui étaient comme nous, et puis après c'était des sauvages. Bon, ils sentaient qu'ils allaient perdre la guerre, d'accord, mais c'était vraiment des sauvages. On a eu à cette époque-là une autre idée de l'armée allemande, qui n'était plus l'armée superbe et bien organisée, c'était une espèce de débandade douteuse. Et on était en même temps consternés de voir ces gens-là qui se comportaient comme des brutes, mais en même temps rassurés, parce qu'on se disait avec ces gens-là, l'armée n'ira pas bien loin. À partir du 6 juin 1944, date du débarquement des Alliés en Normandie, le rapport de force s'inverse. Et les Allemands, sous les yeux des Français, entament leur retraite. Quand le front s'est effondré en Normandie, ça a été très vite. Les unités principales étaient battues, c'était une fuite terrible. Mais on portait cet uniforme. Et déserter, cela signifiait être mis devant un mur. Qui voulait cela? On nous avait donné des armes, des véhicules, et on était encore fiers de notre unité et de nos tirs d'artillerie. Avant de partir, Heinz Heit a tout juste le temps de dire adieu à son amie française, Viviane. Elle était à la fenêtre et moi j'étais dans la rue. Elle n'est pas sortie, elle est restée dans l'appartement. Nous avons juste échangé quelques phrases. Elle a dit « Danke nicht », ce que je n'ai pas compris au départ. Cela voulait dire en allemand « pense à moi » avec l'accent français. Ce sont les seuls mots en allemand qu'elle m'ait jamais dit. Rien de spectaculaire donc. D'un côté, la peur dans la nuque, de l'autre côté, une belle amitié qui touche à sa fin. On se sentait aussi décalé que possible. Depuis sa fenêtre, Huguette Le Bihan filme la retraite. Moi, je me souviens d'Allemands qui cherchaient des moyens de locomotion, des bicyclettes même, pour partir. Parce qu'ils avaient peur, et les Américains arrivaient. Ils partaient avec tout ce qu'ils trouvaient, comme voiture, comme vélo. J'ai même vu un Allemand à cheval, comme on voit dans le film de Le jour le plus long, là. Lamentable. Ils prenaient n'importe quoi pour se sauver, eux aussi. Hein? C'était leur exode, là. Pendant un trimestre, j'ai eu la diarrhée jusqu'à n'en plus pouvoir. Tellement j'avais peur. Tous ces sifflements dans l'air, la totale supériorité des Américains dans le ciel. On se disait juste combien de temps ça va durer encore. On allait presque jusqu'à les plaindre, parce qu'on se disait, ils ont une drôle de gueule maintenant. Là, ça faisait une sacrée différence. Hein.
On se disait, ben vous voyez, ça vous arrive, nous aussi, hein. Ça leur faisait pas de mal, à part à l'orgueil. Puis leur dignité du grand riche. Puis après, on a eu les GI. Le GI, le contre-modèle. En Normandie, Huguette et Jean-Yves Le Bihan se ruent avec leurs caméras au devant des premiers Américains. Je lui ai demandé où ils allaient. Where are you going? Et ils m'ont répondu que bon, bah, ils allaient vers l'est de la France, rapidement, quickly. Et voilà. L'histoire d'un peuple qui tente de renouer avec son destin. À Paris, sans attendre les Alliés, les habitants se soulèvent. Parmi eux se trouve l'Allemand Hans Eisel. On se lève le matin, on sort, et on voit partout des affiches « Français, Parisiens, prenez les armes, libérons notre ville ». C'était peut-être un peu comme lors de la Grande Révolution française. Dans les rues, il y avait des hommes, des femmes, des enfants qui construisaient des barricades avec un de ces enthousiasmes. Plus aucun Allemand n'osait traverser la ville. Mais ils avaient des chars partout. J'en ai vu un entrer dans une rue. Et les habitants ont tiré des cocktails Molotov de la fenêtre et du toit sur le char. Jusqu'à ce qu'ils prennent feu. L'histoire d'une humiliation qui, une nouvelle fois, change de camp. C'était pas possible de faire une sortie pire que celle-ci. C'était l'heure zéro. Je me suis senti comme un perdant. Oui, j'ai perdu la guerre. Moi, personnellement, j'ai perdu la guerre en étant fait prisonnier. Alors ça, les prisonniers allemands, j'en ai vu à la gare du Nord, pour le coup, sortir les mains sur la tête. C'était les FFI qui les avaient délogés, les mains sur la tête, et tout le monde leur crachait dessus. Ils étaient pleins de crachats, c'était quelque chose aussi d'horrible. Ça m'a choqué terriblement, malgré que ce soit nos ennemis. Je ne pense pas que j'aurais fait ça. Comprennent-ils ce qui leur arrive? Pas toujours. L'un de ces Allemands qui viennent d'être arrêtés s'appelle Walter Dreisner. Pendant des mois, il a photographié la France, telle que les Allemands la fantasmaient. Apolitique et sensuelle. Ces dernières photos datent de juillet 1944, à la piscine de Ligny, avec son amie française. Il écrit dans son journal: On est poussé par les Noirs de la division Leclerc. Une vague d'insultes pleut sur nous. Rue de Rivoli, celui qui me précède reçoit un coup de poing sous le menton et tombe.
Un Français soulève un vélo et le jette sur nous qui sommes sans défense. Il se venge de choses dont beaucoup d'entre nous sont innocents. À Paris, personne ne traiterait ainsi un animal. Non, pour moi, ce ne sont pas des camarades. Ceux qui se battent pour les nazis ne sont pas des camarades. Bien sûr qu'il faut les emmener. Et il faut les traiter comme des criminels. Ils sont responsables de tout ça. Je peux regretter qu'ils aillent en captivité, mais ils ont déjà la chance d'avoir la vie sauve. Oui, c'était très humiliant. Et d'ailleurs, c'était compréhensible qu'on nous traite de cette façon. Même si injustement, on a dit « peuple allemand égale nazi », ce qui n'était pas vrai pour la plupart. Ah bah, de voir les Allemands comme ça dans la déconfiture, je vous assure que c'était vraiment consolant. De beaucoup de choses. Ah oui. La revanche, quoi. Pour nous, la France, en 1945, n'était pas vainqueur. Elle faisait partie des vainqueurs, car elle s'était mise de leur côté. Mais la guerre en France, ce sont les Américains qui l'ont gagnée, n'est-ce pas ? Ainsi se termine vraiment la guerre. Et avec elle, une hostilité séculaire entre la France et l'Allemagne. Dans la joie, celle de tous ceux qui ont survécu miraculeusement au nazisme, comme le jeune Léon Sidlecki, ou la famille Bois, ces juifs alsaciens qui sortent de leur cachette pour accueillir les Alliés, avec leur petite fille née sous l'occupation allemande. Dans l'amertume aussi, pour les Français, d'avoir en grande partie été libérés par d'autres. Et à défaut d'avoir gagné la guerre, d'avoir parfois perdu son âme. Quatre ans après la défaite de 1940, le nazisme est vaincu. Et la paix durable va s'installer entre les deux pays. Qui aurait imaginé, à l'époque, que ces humiliations en chaîne, 70 ans plus tard, seraient enfin effacées ?